Très bien, les gars. Bon mardi à tous. Des gens dans le chat m'accusaient déjà d'être en retard à cause du Colored People Time. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas en retard. J'ai décalé de 10 minutes pour qu'on puisse revoir certains éléments. Je sais que vous, comme moi, allez être franchement triste quand la saga Baldoni Reynolds prendra fin. Mais pas aujourd'hui, Stanis, car j'ai une nouvelle révélation. Et cette fois, elle concerne le New York Times. Incroyable! Les emails que vous m'envoyez sont tout simplement incroyables. En plus, à mon avis, tout repose sur la confirmation de RF4 Junior. Au Sénat, vous savez comment je suis. Super nature, accro à la santé. Mais il y a beaucoup de gens en ce moment qui essaient d'empêcher l'audition de confirmation d'avoir lieu, y compris sa cousine. Cette famille, franchement, il y a beaucoup de drames. Sa cousine est sortie du silence et elle affirme qu'il met des poussins dans un blender. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. Alors commençons et bienvenue à nouveau sur Candace. Je dois vous dire tout de suite, je ne comprends pas les gens qui suivent la politique et qui parfois me disent « Candace, ne parle pas autant de culture ». Et puis, il y a ces TikTokers de gauche, je vous vois, je vous suis tous, qui me supplient de ne parler que de culture. Oh, on t'aime tellement quand tu ne parles pas de politique. Les amis, tout est lié. C'est la même chose. C'est simplement exprimé dans un langage que vous pouvez mieux comprendre. Politiquement, je crois en la présomption d'innocence. C'est pourquoi je lis toujours les faits de l'affaire avant d'accepter le récit des médias. Le récit, vous voyez? Cela signifie que je pourrais défendre Justine Baldoni ou Donald Trump face au mouvement #MeToo. Il est très important de séparer ce que vous ressentez personnellement pour quelqu'un de la façon dont vous recevez des informations sur une affaire dans laquelle il est impliqué. Politiquement, je sais pertinemment que les médias traditionnels mentiront et saliront pour protéger leurs amis puissants. Et il semble, mesdames et messieurs, qu'il se pourrait bien que Justin Baldoni est un très solide dossier contre le New York Times. Vous n'allez pas en croire vos oreilles, d'accord? Cela concerne des données. Vous appelleriez cela des métadonnées. Moi, je décrirais ça comme des métadonnées. J'entends de la part de mon réalisateur, qui est super calé en technologie, que techniquement il s'agit de données d'URL. Peu importe. Parlons simplement de ce que c'est. Considérez les données en général comme des empreintes numériques, d'accord? Donc, on ne peut pas fuir la scène d'un crime en ligne, mais les gens peuvent simplement remonter vos métadonnées et voir où tout a commencé. D'accord. Donc, dans le procès intenté par Justin Baldoni, il accuse Ryan Reynolds de collusion, Ryan Reynolds et Blake Lively de collusion avec le New York Times, et je crois que c'est explicitement écrit qu'il complotait avec le New York Times depuis des mois pour le discréditer. Et il pourrait y avoir des preuves importantes concernant cette accusation, car il faut se rappeler que Blake Lively a déposé sa plainte pour violation des droits civiques. C'était l'explosion majeure. Elle a déposé une plainte pour violation des droits civiques à Los Angeles, le 20 décembre. Et puis, en moins de 24 heures, le New York Times avait l'exclusivité. Ils ont publié la plainte dans son intégralité et cela paraissait vraiment suspect. Mais avant le 20 décembre, avant le 21 décembre, lorsque le New York Times en a parlé, absolument personne dans les médias ne pensait que Justine Baldoni était derrière une campagne de diffamation contre elle. C'était un dépôt de plainte très choquant. C'est arrivé juste avant Noël. On était tous là genre « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Et soudain, elle l'accuse de harcèlement sexuel. Et elle affirme qu'il a ensuite orchestré, avec son équipe de relations publiques, une énorme campagne contre elle, disant en gros que tout était artificiel. Les gens la détestaient. Ce n'était pas possible que quelqu'un déteste sa personnalité ou ses produits capillaires parce qu'elle est tout simplement incroyable. Et on s'est dit, waouh! Et certaines personnes, et par certaines, je veux dire en fait tout le monde, sauf moi, j'étais la seule personne au monde. Peut-être qu'il y a quelques autres personnes. Ils ont cru à sa version immédiatement parce que les accusations étaient si graves. Et moi, j'ai préféré attendre parce que je ne fais pas confiance au New York Times pour sauver ma peau. Eh bien, devinez quoi? Hier, j'ai reçu un email de quelqu'un, une autre personne anonyme. Et ils disent, « Hey Candace, tu devrais vérifier les métadonnées de la grande publication du New York Times à propos de Justin Baldoni parce qu'ils n'ont pas pensé à ça. » Mais si tu vas dans cet article et que tu cliques sur les images de l'article concernant la campagne de diffamation contre Justin Baldoni, tu verras qu'ils ont commencé à créer et à rassembler les images pour cet article le 16 décembre. Regardez ça. Je vous montre tout de suite. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'être calé en informatique. Moi, je ne le suis certainement pas.
Si vous faites un clic droit sur l'image principale, qui est une œuvre originale du New York Times réalisée par un artiste, je vais donc vous parler de Najiba Al-Ghadban, c'est son nom. Elle ne travaille même plus au New York Times, mais apparemment, elle continue tout de même à faire du travail pour eux. Et elle y travaillait auparavant. Cela vous montre, si vous regardez cette URL, regardez la date dessus. Le 16 décembre 2024, le New York Times a enregistré cette image, cette œuvre d'art originale, sous le nom de Lively Topper. Donc, il travaillait sur cet article 4 jours avant. Voilà à quoi ça ressemble, d'accord? 4 jours avant qu'il ne publie l'article, laissez-moi vous en montrer un autre. Vous pouvez extraire une autre image de celle-ci, car ils enregistraient ces fichiers et n'ont pas pensé à leurs empreintes numériques. Vous pouvez voir qu'ils ont même nommé ce fichier multimédia qui a été nommé le 12-18. C'était 2 jours avant que Blake Lively ne dépose sa plainte et qu'il lui donne un nom. Salice Baldoni. C'est là pour moi le plus gros indice, le titre, parce que je jouais l'avocat du diable. Je me disais, bon, peut-être qu'ils ont enregistré cette image et qu'il se trouve qu'ils travaillaient déjà sur un article à propos de Blake Lively et Justin Baldoni le 18 décembre. Et ils ont vraiment eu tellement de chance que, alors qu'ils travaillaient sur cet article, elle ait déposé une plainte 2 jours plus tard. Évidemment, c'est déjà assez incroyable comme histoire, mais je me suis dit que je devais jouer l'avocat du diable avant de plonger dans une théorie du complot. Mais non, 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 non. Vous l'avez appelé Smear Baldoni. Est-ce que vous vous souvenez du titre réel de l'article qu'ils ont effectivement publié le 21 décembre? Je vous montre. Nous pouvons enterrer n'importe qui dans une machine à diffamation hollywoodienne. Donc, vous pouvez voir cette image qui est une œuvre originale. Ce n'est donc pas quelque chose qu'ils ont pris sur le web. C'est quelque chose qu'ils ont demandé à quelqu'un de créer pour eux. Et ce sont des éléments. Tous ces petits éléments ont été rassemblés, y compris les prétendus emails et messages. Ce sont les petits triangles que vous voyez là, qui proviennent de la campagne de relations publiques. Et donc, ils étaient déjà en train de travailler sur cet article explosif. Sinon, pourquoi diable l'auraient-ils appelé smear dans leur fichier? Nous avons une image de plus à vous montrer pour que vous puissiez voir cela par vous-même. Vous pouvez littéralement le faire vous-même, simplement en faisant un clic droit et en ouvrant dans un nouvel onglet. C'est ainsi que le New York Times enregistrait ces images. Et je pense que nous en avons un autre dont vous pouvez voir le titre. Vous voyez Smear Baldoni. Super Jumbo. Ceci est leur image JPEG. Le New York Times va avoir de gros ennuis. Ils vont avoir, disons les choses ainsi, beaucoup d'explications à donner. Comment avez-vous créé ce fichier et ces images pour cet article du 16 concernant quelque chose que Blake Lively n'avait pas déposé au tribunal? Sur quel article travailliez-vous concernant la diffamation de Justin Baldoni? Personne ne l'avait accusé de cela le 16 ou le 18. Aucune requête n'avait été déposée par Blake Lively et Ryan Reynolds, ou plutôt par Blake Lively à ce moment-là. Comment avez-vous... Quelle était votre intuition? Eh bien, si vous êtes au New York Times, vous allez dire que vous n'avez pas à me le révéler parce qu'il existe quelque chose qui s'appelle le premier amendement. Et je vais dire que nous invoquons le privilège journalistique. D'accord, très bien. Vous savez qui ne va pas bénéficier du privilège journalistique? Le graphiste qui a créé cette bannière. Parce que cette personne n'est pas journaliste, d'accord? Tout l'intérêt du privilège journalistique qui vous permet de dire « je ne vais pas répondre à la question », c'est de protéger une source. L'idée, c'est que les médias sont censés être le 4e pouvoir. Ils sont censés être avec nous, nous protéger contre le pouvoir comme le pouvoir de premier plan de ces couples qui peuvent passer un coup de fil au New York Times et faire tomber quelqu'un pour pouvoir lui voler son film, soi-disant, n'est-ce pas? C'est donc tout le principe de pouvoir invoquer le privilège journalistique. Mais dans ce cas, ils ne vont pas demander de source. Ils ne vont pas demander à un graphiste de témoigner à la barre, parce que c'est la première chose que je ferais. Si vous regardez Brown Friedman, il faut absolument faire témoigner ce graphiste à la barre. Vous posez une seule question. Quand avez-vous créé cette image? C'est tout. Cette image contient des messages textes. Il y a aussi ces emails. Blake Lively, la victime, n'avait pas encore déposé plainte en Californie. Donc, graphiste, je me fiche de savoir qui est votre source. Je veux juste savoir. Quand vous avez fait votre travail, à quel moment avez-vous créé cette image artistique? Et pouvez-vous expliquer pourquoi les données de l'URL indiquent que cela a été enregistré sous ce titre le 16 et le 18? C'est un problème, mes amis, et je n'arrive pas à y croire. Et je vous le dis, pour moi, je n'ai jamais vu une affaire aussi évidente de toute ma vie. Et plus je lis et plus je rentre dans les détails, parce que je travaille sur En reconstituant ma chronologie, je suis simplement choquée par le nombre de mensonges qui ont été racontés.
D'accord? Maintenant, voici une autre chose que j'ai ratée hier, d'accord? Nous devons revoir cette scène sur le toit. Je vous ai dit que j'ai fait regarder cette scène à mon équipe. Je n'ai regardé que la scène sur le toit de tout ce film. Et je n'ai pas, vous savez, ressenti le besoin d'aller plus loin. Mais Blake Lively, il me semble, a complètement menti à propos de cette scène cruciale dans laquelle elle a impliqué Taylor Swift et Ryan Reynolds, son dragon, elle est Khaleesi. Parce qu'elle tenait vraiment à ce que sa vision soit incluse là-dedans, d'accord? Alors laissez-moi sortir ma chronologie que j'ai créée, comme une psychopathe, d'accord, de 2023. Voici la partie de la chronologie ici. Et je veux que vous regardiez le mois d'avril. Le 5 avril 2023, Blake Lively envoie un texto. Bon, en fait, ça concerne le coordinateur d'intimité. Je vais plutôt descendre au 11 avril. Aux alentours de cette date, et je n'ai pas pu préciser, ça aurait pu être le 10, le 11 ou le 12, Blake Lively soumet à Justin Baldoni une réécriture de cette scène iconique sur le toit du film. Et en gros, il lui dit genre, écoute, c'est incroyable et j'adore que tu sois aussi passionné par ça, mais tu sais, on ne va pas tout utiliser. Il y a des choses bien là-dedans, mais on ne va pas utiliser le reste. Donc, à ce moment-là, elle l'invite dans son penthouse où il se fait piéger par Ryan Reynolds et Taylor Swift qui le poussent à accepter en lui disant à quel point ils adorent et vénèrent la réécriture de Blake. Vous vous souvenez de cette partie de l'histoire, n'est-ce pas? C'est le gros élément de T. Swift. Oh, nous adorons ça. Elle est incroyable. Elle est tellement talentueuse. Et il revient vers elle. Et il dit par SMS, « Hé, tu n'avais vraiment pas besoin d'amener tes amis de la liste A. J'ai aimé ce que tu as fait. » Il n'y avait aucune raison de les inclure. Et elle lui répond plus ou moins par le silence, puis elle lui écrit un message incroyablement long que je ne vais pas lire en entier ici, pour lui expliquer que sa réaction ne lui a pas fait du bien. C'est ça. Il essaie de lui dire, en gros, « Je pense que tu es génial. » Et je n'avais pas besoin de tes amis de la liste A. Et elle lui dit, « Écoute, en fait, dans le passé, je n'ai pas toujours été, je paraphrase ici, prise au sérieux dans mon travail par les gens. On est ensemble dans cette aventure. On peut vraiment faire quelque chose de génial. Je n'ai aucune autre motivation que de devoir réussir en tant que réalisateur. » Passons à la page suivante de ce message. Elle dit, « En ce qui concerne Taylor et Ryan, je suis la personne la plus chanceuse du monde de les avoir comme maman de scène, façon maman de danseuse. » Ils sont d'un enthousiasme embarrassant. Cela dit, ce sont aussi mes partenaires les plus fiables et les personnes vers qui je me tourne en premier pour tout ce qui touche à la création. Et je suis la personne vers qui chacun d'eux se tourne en premier. Cette créativité et ce soutien réciproque ont été l'un des plus grands et des plus précieux cadeaux de ma vie. Quand ils ont aimé et validé les pages, j'ai eu le sentiment que je pouvais te les envoyer. Donc c'est comme s'ils commençaient à sentir qu'il est en gros pris à partie ici. Ensuite, elle dit, ils ont demandé ce que tu en pensais, précisément après. Ils ont vérifié tellement de fois. Je lui ai dit que tu avais beaucoup ri et que tu avais dit que c'était probablement un mélange, mais que tu appréciais énormément ma passion, ce qui, bien sûr, ne m'a pas vraiment fait plaisir, tu vois? Recevoir des compliments sur ma passion plutôt que sur une contribution précise, ou même simplement entendre que tu n'aimes pas les pages, ce qui m'aurait aussi convenu. Ensuite, dans cette dernière partie du message, elle lui dit en gros, « Je pense qu'ils voulaient que toi et moi voyions ce qu'ils ressentaient par rapport au travail parce qu'ils m'ont soutenu lors de bien trop d'expériences où j'ai été ignorée. Je t'en ai parlé quand on s'est rencontrés pour la première fois. Ils m'ont vu écrire des scripts à la main parce que les réalisateurs ont trop peur d'envoyer le fichier FDX alors qu'ils le scannent. » Elle continue encore et encore à parler de la façon dont elle a été maltraitée. Et c'est ainsi que tout culmine dans ce dernier message où elle dit « Écoute, Ryan était, je suppose qu'elle a dit « T » ici, se sont imposés comme des véritables titans en tant qu'auteurs et conteurs en dehors de leur activité principale, que ce soit simplement chanter, simplement jouer la comédie ou juste réaliser. J'ai tellement de chance de les avoir comme baromètre créatif. » Et puis elle termine avec la fameuse Khaleesi. Si jamais tu regardes Game of Thrones, tu comprendras que je suis Khaleesi et que, comme elle, il se trouve que j'ai quelques dragons, pour le meilleur ou pour le pire, mais généralement pour le meilleur, car mes dragons protègent aussi ceux pour qui je me bats. Donc, en réalité, nous profitons tous de ces magnifiques monstres qui sont les miens. Toi aussi, je te le promets. Ce message était tellement long que j'ai choisi de le paraphraser, car il m'aurait fallu 10 minutes pour le lire en entier, voire même 15 minutes. Et donc, Justin Baldoni a choisi, parce que les hommes n'écrivent pas de romans par texto, ils ne le font tout simplement pas, de lui répondre par une note vocale. Et c'est important, je vous le dis, parce qu'il a maintenant divulgué, ou quelqu'un de son équipe a divulgué ce message vocal.
Et nous allons l'écouter parce que cela vous aide vraiment à comprendre à quel point il s'est confondu en excuses et en supplications. Et en gros, il a estimé qu'il n'avait pas d'autre choix et a décidé d'inclure sa nouvelle réécriture, j'insiste sur sa nouvelle réécriture de la scène, afin, je suppose, de se plier à ces célébrités de premier plan. Enfin, ce n'est pas n'importe qui, c'est Taylor Swift. Il sent qu'il y a ici une menace implicite. C'est comme si c'était un dragon qui peut te tuer. Alors fais très attention. Voici mon dragon de compagnie. Il fait très peur. Et voici un extrait de cet enregistrement audio divulgué. Depuis hier, j'écoute Justin Baldoni en train de ramper. C'est la seule façon de le décrire face à Blake Lively. Je veux sincèrement commencer par des excuses. Mec, en lisant attentivement la deuxième partie de ton message, mon cœur s'est vraiment serré et je suis profondément et sincèrement désolé. C'est sûr que je n'ai pas été à la hauteur et tu as vraiment travaillé dur là-dessus. Je suis vraiment désolé. J'ai merdé. C'est un échec de ma part. Une chose que tu dois savoir sur moi, c'est que j'admets et je m'excuse quand j'échoue. Je suis loin d'être parfait. Je suis un homme avec beaucoup de défauts, comme ma femme pourra en témoigner. Tu as sacrément raison. Tu as de super amis si tu t'es senti comme ça et qu'ils l'ont compris. On devrait tous avoir des amis comme ça, sans parler du fait qu'ils sont deux des personnes les plus créatives de la planète. Vous trois ensemble, c'est incroyable. Parlons d'énergie et de puissance, vous trois, c'est impressionnant. Mais je voulais juste que tu saches que je n'avais pas besoin de ça parce que c'est vraiment bien et ça va vraiment faire vibrer le film comme tu l'as dit et je suis impatient de parcourir tout le film avec toi. Je suis vraiment désolé que tu aies traversé tout ça avec ces autres réalisateurs et producteurs ou peu importe qui étaient les gens avec qui tu as travaillé. Ça m'a vraiment énervé. Ces têtes-là qui... Je suis encore sidéré que ce soit l'industrie dans laquelle on évolue et que tu aies vécu ça en tant que femme. Et je sais que je n'ai pas besoin de le dire, mais ça ne sera absolument pas le cas ici, ni à l'avenir. J'espère que tu n'as pas eu cette expérience avec moi. Il n'y a rien de plus excitant pour moi. Le fait de pouvoir travailler avec Blake Lively et d'avoir toute sa personnalité, tout ce qu'elle est, c'est vraiment ce que je veux. Donc, il n'y a eu aucune hésitation de ma part à t'envoyer le fichier de la version finale. Ça ne me pose absolument aucun problème. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas envoyé aujourd'hui, c'est parce que j'essayais d'intégrer et d'ajouter tes remarques dans mon brouillon de travail, sur lequel je suis déjà à fond en ce moment. J'espère que tu te sens mieux et embrasse Ryan de ma part. Merci de m'avoir envoyé ça. Ça compte énormément pour moi que tu me fasses confiance. Avec tes sentiments et tes pensées comme ça. Et j'ai hâte de passer plus de temps avec toi. Bon, j'arrête de me couper la parole. Bonne nuit. Ça me fait physiquement mal d'écouter cet enregistrement. Je n'arrive pas à l'expliquer. Ça me fait tellement mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu ressens la même chose en l'écoutant, mais c'est juste un homme complètement castré par une femme qui utilise le féminisme toxique pour obtenir ce qu'elle veut. N'est-ce pas? Et donc elle envoie ce message et il se met à ramper. Et pour lui rendre un peu justice ici, comme je l'ai dit, j'ai parcouru son Instagram. C'est vraiment qui est Justin Baldoni. Il ne joue pas un rôle de féministe masculin. C'est comme l'oiseau rare à Los Angeles qui croit vraiment ce qu'il dit, qui ne fait pas que de la vertu ostentatoire. Il a vraiment travaillé dur pour en arriver à ce point où il écoute simplement les femmes. Il n'a pas encore perçu qu'une femme pouvait faire quelque chose de mal. Il n'a pas encore appris la leçon que les gentils peuvent parfois finir dernier, n'est-ce pas? Et quand je dis finir dernier, je veux dire se faire soudainement retirer tout un film des mains et voir un homme qui est en réalité un bêta. Je vais dire que Ryan Reynolds est un mâle bêta, mais qui joue le rôle d'un alpha en se moquant de lui sans pitié sur Internet. Et je vous le dis, j'ai fouillé partout à la recherche d'un simple like mesquin de Justin Baldoni. Je n'arrive pas à en trouver. Il les a littéralement laissés lui marcher dessus. Et encore une fois, je pense qu'en partie, c'est parce qu'il avait peur de Taylor Swift. Il avait peur de Taylor Swift. Tu ne veux pas t'opposer à Taylor Swift quand tu es un homme, d'accord? Parce qu'elle peut te ruiner. Elle peut littéralement te ruiner. Elle a ses fans qui croient, qui s'accrochent à chaque mot qu'elle chante. Blake le sait, Ryan le sait. Et maintenant, Justin Baldoni dit juste « j'abandonne ». Mais voici la partie folle de toute cette histoire. Je n'avais pas remarqué ça hier. Je n'avais vraiment pas remarqué ça hier. Toute cette scène qu'on vient de regarder, d'accord, du genre « c'est mon écriture, j'ai été maltraitée et voici ma réécriture ». Tout cela concerne la scène sur le toit.
avançons jusqu'au jour de la première du film, sur le tapis rouge. Et, de façon surprenante, Blake Lively déclare que Ryan Reynolds a écrit la scène. D'accord. Donc, il lui a donné ce qu'elle voulait, il a inclus sa scène, il l'a tournée. Et ensuite, lui et les producteurs l'ont découvert. Le jour de l'événement sur le tapis rouge, le 6 août, un an plus tard, le 6 août 2024, on apprend que, haha, c'était une blague, Ryan était derrière toute la scène. Écoutez ce que Blake Lively dit à E! News lors de cet événement. Ryan est là ce soir. Qu'est-ce que ça fait pour vous deux de promouvoir des super productions en même temps? Oh mon Dieu, c'est tellement excitant chez nous en ce moment. Je suis juste, nous sommes tellement... On s'entraide, tu sais. On travaille tellement ensemble. La scène emblématique sur le toit dans ce film, c'est en fait mon mari qui l'a écrite. Personne ne le sait à part toi maintenant, mais c'est lui qui l'a écrite. Il travaille sur tout ce que je fais, je travaille sur tout ce qu'il fait. Donc ses victoires, ses célébrations sont les miennes et les miennes sont les siennes. Je veux dire, il est partout dans ce film. Quelle petite peste manipulatrice et menteuse elle est! Je ne la supporte pas pour ça. Tu as fait subir tout ça à Justine, ce qui veut aussi dire que Taylor Swift a menti. Je pose une question ici. Mais ils l'ont emmené au penthouse. Ils lui raccrochent de tout son nez. C'est la scène qu'on veut dans le film. Non, c'est le travail de Blake Lively. C'est incroyable. C'est incroyable. Juste pour qu'elle fasse ha 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 ha. Personne ne le sait, mais Ryan a écrit toute la scène. Il a tout écrit. C'est le travail de Ryan. Ryan, encore une fois, comme je l'ai dit, il me semble très évident que Ryan est la main derrière tout ce qui se passe ici. Justin Baldoni, il joue un faux alpha, alors qu'en réalité, c'est un vrai bêta. Je veux dire, Ryan, s'il se retrouve face à un vrai alpha, il peut se faire botter les fesses. Je te le dis tout de suite, d'accord? Je le vois bien. Je n'arrête pas de te parler des traces de Botox sur son front, d'accord? Mais je n'en revenais pas de ce mensonge. Cela montre qui elle est, manipulatrice et émotive de la blessure, parce que les gens ne l'ont pas prise au sérieux, pour découvrir qu'elle n'avait pas fait le travail. Ryan a fait le travail. Ryan a tout écrit, d'accord? Et ils ont laissé faire ça. Ils ont laissé Justine ressentir ça. Ça me met en colère. Une autre chose que j'ai oubliée hier, je te racontais mon histoire ici. Encore une fois, je suppose que Ryan est rentré à la maison et que les choses étaient un peu bizarres, d'accord? Au début, ils étaient en pré-production. En même temps que son film à elle était en pré-production, il était en Angleterre. J'ai parcouru son Instagram comme une folle et j'ai vérifié à travers ses publications qu'il était bien en Angleterre. Et il l'était parce qu'il a acheté l'équipe AFC. Comment ça s'appelle déjà, Skylar? J'oublie tout le temps. Wrexham, oui. Et donc, il faisait tous ses tournages avec Wrexham. Il était en pré-production et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tourné Deadpool et Wolverine à Londres, au Royaume-Uni, parce que c'était proche de ce qu'il faisait à Wrexham. Donc, il était vraiment un peu absent pendant les premiers mois de l'année, alors qu'elle, de son côté, se rapprochait de Justine Baldoni. Et je t'ai dit que, soudainement, la grève de la SAG-AFTRA a eu lieu. Et évidemment, il est rentré à la maison. Et elle a commencé à faire des demandes bizarres, alors même qu'elle avait refusé la présence d'un coordinateur d'intimité. Mais ce que j'ai raté, c'est qu'elle continue d'utiliser le coordinateur d'intimité comme prétexte pour exiger sa présence, alors qu'elle l'avait refusé. Mais ce que j'ai raté, c'est que c'est le jour même où la grève de la SAG-AFTRA a pris fin que Blake Lively a envoyé cet email, ce qui a suspendu leur production parce qu'ils devaient gérer cette crise. Alors, regardons cette chronologie de novembre que j'ai créée parce que je suis un peu folle, d'accord? Donc, je t'ai dit, le 19 juillet, tu vois, c'est à ce moment-là que maintenant la production a été arrêtée. Blake Lively fait alors une demande que je trouve très suspecte pour voir tous les rushs dans l'email. Et l'email est tellement formel comparé au ton de ses messages de texte. Elle parle de suppositoires, plaisante avec lui, toutes sortes de blagues. Mais l'email est extrêmement formel le 19 juillet où elle dit « Permettez-moi de voir tous les rushs, toutes les images brutes. » D'accord. Ensuite, il y a eu cette publication d'anniversaire du 26 juillet 2023 où l'on voit la première mention de Ryan Reynolds parlant d'un coordinateur d'intimité. On avance rapidement jusqu'au 9 novembre, la date exacte à laquelle la grève de la SAG-AFTRA prend fin. C'est insignifiant parce que cela signifie que Ryan et Blake peuvent maintenant retourner travailler. Cela veut dire au revoir Ryan, retour dans l'avion pour le Royaume-Uni, et Blake, il faut recommencer à tourner, comme si la production reprenait. On se verra peut-être au travail demain, le 10 novembre. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça parce que le 9 novembre, soudainement, tu peux ressortir ça. Ils envoient cet email avec les 17 points de revendication qui disent « C'est un ultimatum. Elle ne reviendra pas tourner à moins que vous n'acceptiez ces 17 points. »
Cela me fait comprendre que Ryan peut alors retourner en Angleterre, ce qu'il a fait, pour aller tourner Wolverine, sachant en toute sécurité que pendant ces derniers mois de tournage, ce qu'il a fait, novembre, décembre jusqu'en janvier, Blake Lively n'est pas au travail. Elle ne sera pas avec Justin Baldoni parce que vous venez de lancer un ultimatum. Et là, la société de production est choquée parce qu'elle dit qu'elle a besoin d'un coordinateur d'intimité. Et ils disent, tu en avais un. Tu en as refusé un. Nous avons une chaîne de mails avec toi et tes avocats en mai où nous avons parlé d'un coordinateur d'intimité. Tu as manqué la réunion. Justine y est allée. De quoi s'agit-il vraiment? Il s'agit de ce récit qu'ils ont, je pense, qu'elle a commencé à faire tourner instantanément. Et je crois qu'ils vont pouvoir prouver devant le tribunal que c'était presque une forme d'extorsion parce qu'ils les accusent d'extorsion, d'avoir essayé d'arracher ce film des mains de Justin Baldoni. Je pense que c'était personnel. Ryan Reynolds contre Justin Baldoni, toutes les preuves vont dans ce sens. Maintenant, je dois parler de Taylor Swift, d'accord? Et j'ai mis un avertissement de contenu sensible sur mon Instagram. Je sais que vous êtes des fans inconditionnels de Taylor Swift, vous, la génération Z sur TikTok. C'est là que j'ai des problèmes avec vous parce que vous ne comprenez pas comment je ne comprends pas à quel point elle est géniale. Je ne dis pas qu'elle n'a pas un talent remarquable. Je ne dis pas que sa musique n'est pas entraînante. Je n'aime tout simplement pas le style d'une femme qui est née la même année que moi. Nous avons le même âge, tu sais, né en 1989. Nous avons 35 ans, tu sais, à laisser des indices cachés, ce que je considère. Et je pense que dans ce cas, tu pourrais comprendre mon point de vue comme une façon de salir des gens qui ne peuvent pas se défendre et ne le feraient pas parce qu'ils sont impuissants face à ta célébrité. Et tes fans sont très passionnés et tu sais qu'ils le sont. Donc, quand tu leur dis que tu souffres, ils adoptent instantanément ton style. D'accord. Alors, regarde ça. J'ai donc commencé à regarder la chronologie de Taylor Swift parce que beaucoup de ce que Ryan Reynolds a fait ici en laissant des indices cachés ressemblait vraiment à du Taylor Swift. Je ne sais pas. C'était son style. Et reprenons avril, d'accord? Quelque chose de significatif s'est produit en avril 2023. Parce qu'une fois qu'il a mentionné que Taylor Swift était sortie de l'appartement, je me suis dit, oh, attends, je me souviens de ça. Parce que Taylor Swift était pratiquement un fantôme pendant 5 ans alors qu'elle sortait avec Joe Alwyn. Et comme il est anglais, les Anglais sont extrêmement discrets. Elle vivait un peu à Londres, sortait des tubes, London Boy, j'adore cette chanson. D'accord. Et puis, dès qu'ils ont rompu, elle voulait être vue. On n'avait jamais autant vu Taylor Swift qu'après sa rupture avec Joe Alwyn. Et elle avait, en quelque sorte, ce qui me semblait être des photos de paparazzi très coordonnées prises d'elle avec Ryan Reynolds et Blake Lively. Et celle-ci en fait partie, ils sortaient d'un restaurant. Et puis, le même jour, Ryan Reynolds a supprimé ou arrêté de suivre Joe Alwyn ainsi que les sœurs Haim et Gigi Haim. Vraiment très mature pour un homme de 48 ans. Je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. On revient à cette époque. Regardez. Mais regardez, revenez à celle-là. En fait, cette photo est incroyable. C'est comme je ne sais pas. Maintenant, on a de l'animosité. C'est comme je ne sais pas. Elle voulait être vue, c'était le but car on ne l'avait pas vue depuis 5 ans. C'était comme envoyer un signal à la presse. Maintenant, elle est un oiseau libre. Très bien, je m'en fiche, je comprends. Mais revenons à la chronologie. Donc, ils se séparent. Et le 5 avril, c'est le 10 avril. Désolée, je suis allée vérifier. C'est à ce moment-là qu'elle arrive à New York après sa rupture avec Joe Alwyn et elle y reste pendant des semaines. Et c'est là que tout se passe, quand elle dit que c'est ce que T pense de tout ça. Le 20 avril, c'est la photo que nous venons de vous montrer où ils sont intentionnellement photographiés ensemble en public, ce qui génère tous ces gros titres à propos de sa rupture avec Joe Alwyn. Elle est super heureuse. Et donc, je regarde ça et je me demande, est-ce qu'elle a guidé tout ça? Parce que je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Le New York Times, maintenant qu'on sait qu'il y a ces données qui montrent et qu'il travaillait là-dessus depuis un moment, et maintenant que l'on sait que l'équipe de Justin Baldoni, selon un procès, pense qu'ils étaient en négociation avec eux, je n'arrêtais pas de penser que le New York Times est très puissant. Pour qu'ils prennent un tel risque, n'est-ce pas, en préparant un article à charge contre Justin Baldoni, c'est comme « Pourquoi ferait-il ça, non ?» C'est un risque qui, à mon avis, n'aurait pas été pris pour ce que je considère comme des acteurs de second plan. Pour moi, Blake Lively est une actrice de second plan. Ryan Reynolds est très connu, mais il n'est pas dans la stratosphère de Taylor Swift, des Kardashian, de Kennedy West ou d'Oprah Winfrey. C'est une autre stratosphère. Ce sont ces personnes qui peuvent décrocher le téléphone. Chris Kennedy peut décrocher le téléphone et, si elle le souhaite, faire publier certains articles. C'est ce niveau de pouvoir qu'il faut avoir pour pouvoir appeler Endeavor et dire, tu sais, laisse tomber Justin Baldoni.
Tu ne peux pas juste dire, eh bien, j'ai fait 2 films Deadpool, d'accord? C'est comme, d'accord, j'ai fait quelques comédies romantiques. Personne ne s'en soucie, d'accord? Personne ne s'en soucie vraiment. Alors je me suis dit, j'ai entendu les rumeurs sur ce qui se passe en coulisses et à quel point Taylor Swift est puissante. Maintenant, elle les a peut-être simplement mis en contact et dit, voilà. Mais c'était le premier indice pour moi que quelque chose clochait. Ensuite, alors qu'on passait en revue toutes ces scènes de Deadpool qui ressemblent à un album de Taylor Swift, en disséminant tous ces indices cachés sur quelqu'un. De qui parles-tu? Encore une fois, c'est incroyablement embarrassant. Je trouve que c'est embarrassant pour une femme de 35 ans. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est plus embarrassant pour un homme de 48 ans, l'âge de Ryan Reynolds. C'est le genre de choses que 2 hommes ne devraient pas faire. Au moins, le public de Taylor Swift, ce sont des jeunes filles. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, ce n'est vraiment pas acceptable. Et j'ai oublié de te dire qu'ils ont même fait ce truc-là. Donc, quelque chose que Taylor Swift a l'habitude de faire, c'est que dans pas vraiment les crédits, enfin si, littéralement les crédits, les personnes qui écrivent sa musique, si elle veut cacher leur nom, elle leur donne d'autres noms et les inclut dans les crédits, ce qu'elle avait fait avec Joe Alwyn. Je crois que ses fans ont réussi à deviner lequel était Joe Alwyn. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Blake Lively a fait ça à la fin des crédits de It Ends With Us. Ils ont laissé un Easter egg, d'accord? Alors, c'est parti. Voici la fin des crédits de It Ends With Us. Et vous voyez juste là, il est écrit Gordon Reynolds. Il remercie un remerciement spécial à Gordon Reynolds. Elle remercie Justin Swift. Elle remercie Taylor Swift. Et elle remercie Gordon Reynolds. Et quand vous cherchez qui est Gordon Reynolds, c'est... Et je vais maintenant vous montrer le générique de fin de Deadpool. C'est Nice Pool. Donc, dans son propre film, les gars, le film de Justin Baldoni lui-même, Blake Lively a trouvé drôle d'inclure un clin d'œil dans le générique pour faire savoir que la personne qui s'est moquée méchamment du réalisateur et du producteur et la personne qui a sorti ce livre de l'obscurité pour en faire un film, eh bien, ce serait amusant de se moquer de lui avec un clin d'œil. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, c'est difficile de suivre toutes les façons dont ils ont essayé de l'humilier. Donc il a été forcé de regarder son propre film. Il ne le sait probablement même pas. Je veux dire, je suppose que Justin Baldoni regarde maintenant mon émission pour en apprendre plus sur sa propre vie. C'est ce qui se passe en ce moment. Justin, tu ne savais littéralement même pas que dans le générique de ton film, on se moque de toi. On se moque de toi. Nice Pool apparaît dans le générique sous le nom de Gordon Reynolds. Et pour être clair, encore une fois, c'est très typique de Taylor Swift de faire ce genre de choses. Et puis, de façon notoire, et je pense que c'est un peu inhabituel, Taylor Swift a fortement promu le film Deadpool et Wolverine. Et voici ce qu'elle a écrit sur son Instagram. Elle a écrit « Au cours des dernières années, j'ai vu l'un de mes meilleurs amis sur cette planète mettre tout son cœur, son âme, sa sueur, son temps, son énergie, ses blagues, sa douleur, sa joie, sa rébellion, sa part d'ombre et sa magie dans ce film. Il a créé le meilleur travail de sa vie. Et ce film ressemble à un véritable portail de joie. Une échappée sauvage à la réalité et un sandwich d'abdos. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est tout Hugues, ça. Donc elle fait de l'humour. Évidemment, elle parle de Ryan, mais faites comme si elle parlait de Hugues. Ces autres personnes au hasard se sont incrustées sur la photo et nous étions trop polis pour leur demander de partir. C'est très typique de l'humour de Blake et Ryan. Deadpool et Wolverine sortent demain. Voici où acheter des billets si vous aimez les choses incroyablement géniales. Un clin d'œil à Wade Wilson, alias le donneur de sperme de mon filleul. Je ne comprends pas cette référence, mais elle fait la promotion du film et elle a réuni toutes les personnes qui ont passé beaucoup de temps à se moquer de Justin Baldoni. Et je viens de la retrouver et elle était très présente dans leur vie à cette époque parce qu'elle sortait d'une rupture. Et là, c'est juste moi qui sais comment fonctionnent les femmes. OK, les femmes, quand on se retrouve entre nous, on peut en arriver à un point où, en gros, on commence à trop s'investir dans la vie des autres. Donc, si Taylor Swift sort d'une rupture et qu'elle est à fond dans sa, phase de revanche, et ils s'acharnent sur Joe Alwyn avec article sur article sur article, Joe Alwyn, et ils disent, qu'il lui a pris quelque chose. Il encaisse. Voilà quelques articles qui ont été écrits à son sujet. Des millions de dollars pour avoir écrit 2 lignes sur une chanson. Il touche des royalties. Quoi qu'il en soit, il s'en prenait à Joe Alwyn, qui a pourtant l'air d'être un gars parfaitement sympa. Ça n'a juste pas marché entre eux. Peut-être qu'elle entend que, Taylor Swift se confie à elle, au moins assez pour qu'elle décide de le désabonner en masse. Et peut-être que ça commence à monter à la tête, comme si Blake Lively commençait à prendre la grosse tête. Ryan Reynolds commence à prendre la grosse tête aussi.
Il est possible que ce soit simplement l'expression de la proximité avec le pouvoir qui peut tromper certains en leur faisant croire qu'ils l'ont provoqué. C'est ça. Comme si leur proximité avec Taylor Swift leur faisait penser qu'elles étaient elles et qu'elles allaient juste partir à la chasse aux indices et humilier ce gars comme si c'était un album. Mais certains vont jusqu'à utiliser le harcèlement sexuel, ce qui est fou. Mais je ne suis pas sûre. J'ai des doutes concernant Taylor Swift et son influence à cette époque. Je pense que beaucoup de personnes ont été influentes à ce moment-là et Ryan et Blake sont montés très haut et ce n'était pas grâce à leur propre influence. C'est grâce à l'influence de Taylor Swift. Et ils ont commis ici des erreurs critiques. Et je suis tout simplement surexcitée à l'idée de savoir qu'ils ont maintenant une date officielle d'audience au tribunal. Je suis triste d'annoncer que ce ne sera pas avant mars 2026. Ils vont passer devant le tribunal. Et une partie de moi sait bien sûr que ce procès n'ira probablement pas jusqu'au bout et qu'ils finiront par trouver un accord. Mais ne vous inquiétez pas. Je serai comme votre envoyé spécial sur le terrain jusque-là. D'ici là, je vous tiendrai au courant de chaque mise à jour. Très bien. Ne partez pas. Il y a une trahison vraiment incroyable qui se prépare. Des problèmes de riches chez les Kennedy. La famille, ils ont juste beaucoup de drames familiaux. Je ne sais pas. C'est comme si c'était une famille maudite ou quelque chose comme ça. Je déteste dire ça, mais il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette famille. D'abord, je voudrais juste passer la parole à certains de nos sponsors, Preborn. Si vous voulez entendre une bonne nouvelle, le traitement de réversion de la pilule abortive qui offre aux femmes une seconde chance de choisir permet de redonner la vie à des bébés. Lorsque vous vous associez au ministère Preborn, vous donnez aux femmes le pouvoir d'inverser la malédiction. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que même si Roe a été annulé et que l'avortement a été fortement restreint dans de nombreux États, la pilule abortive a supplanté les avortements chirurgicaux, représentant plus de 60% de tous les avortements. Le réseau de cliniques Preborn accueille les femmes dans leurs heures les plus sombres. Elles accueillent avec l'amour de Dieu et des services gratuits pour les aider à choisir la vie. Grâce aux échographies et au protocole de réversion de l'avortement, Preborn a sauvé plus de 300 000 vies. Pour bien commencer cette nouvelle année en soutenant la vie, faites un don à Preborn aujourd'hui. Une échographie ne coûte que 28 $ et 140 $ permettront de sauver 5 bébés. Pour faire un don, composez simplement le dièse 250 et dites le mot-clé « bébé ». C'est dièse 250 bébés ou faites un don en toute sécurité sur preborn.com/Candace. C'est preborn.com/Candace. Et bien sûr, American Financing, car tant d'Américains traînent des soldes de cartes de crédit élevés avec des taux d'intérêt de 20% ou plus chaque mois. Il est temps de reprendre le contrôle de cette dette. Si vous êtes propriétaire et que vous attendiez de mettre de l'ordre dans vos finances, vous devriez appeler mes amis d'American Financing, car les conseillers hypothécaires d'American Financing, rémunérés sur salaire, aident des propriétaires comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour se débarrasser des dettes à taux d'intérêt élevés. Ils font économiser à leurs clients en moyenne 800 $ par mois grâce à cela. Économiser cette somme chaque mois devrait rendre la décision facile. Un appel de 10 minutes, gratuit et sans engagement, suffit pour découvrir combien vous pourriez économiser. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même suspendre 2 paiements hypothécaires. Appelez American Financing au 807-795-1210. C'est le 807-95-1210. Ou vous pouvez visiter American/Owens. C'est American/Owens. J'ai hâte d'entendre vos retours à ce sujet. Et écoutez, les fans de Taylor Swift, ne m'attaquez pas, d'accord? Ce que je veux vous dire, de façon plus générale, c'est que les problèmes de riches, c'est réel. Je crois aux problèmes de riches. J'y adhère depuis que je suis enfant. J'ai compris qu'ils vivent tout simplement différemment. Les choses qui se passaient quand je rendais visite à un ami riche, ça n'aurait jamais pu arriver chez moi, la façon dont ils parlaient à leurs parents. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis dans la voiture et qu'ils disent « Tais-toi, maman », je me dis, si j'avais dit ça à ma mère, la façon, la rapidité à laquelle une chaussure m'aurait frappé, c'est juste incroyable pour moi, d'accord? Donc quand je vois certaines choses qui se passent, je me dis juste, ce sont des problèmes de riches. Et j'aime bien m'y plonger, essayer de les comprendre et d'y être sensible, pas empathique, mais compatissant. Et donc cette audition au Sénat avec RFK est quelque chose dans laquelle je me suis investie. Et d'ailleurs, RFK Jr., c'est une des grandes raisons pour lesquelles Trump a gagné, évidemment parce que des gens plus modérés, qui peut-être détestaient Donald Trump, ont été attirés vers le MAHA. Encore une fois, Make America Healthy Again. Ils aimaient RFK Jr. comme candidat modéré, pas trop à gauche. Et je pense que c'est un peu la direction que prend l'Amérique en général, ce qui est plutôt rafraîchissant. On essaye de découvrir ce que nous avons en commun. Et en ce moment, l'une de ces choses, c'est que nous ne voulons pas que Justin Baldoni tombe. D'accord, c'est juste.
Il est donc maintenant prévu qu'il comparaisse devant une commission du Sénat demain. Ce sera crucial pour faire avancer sa nomination. Il comparaîtra d'abord devant la commission des finances du Sénat et ce sera finalement cette commission qui décidera de voter pour ou contre sa nomination pour savoir s'il sera nommé prochain secrétaire à la santé et aux services sociaux. Maintenant, je veux juste vous dire que ses cousins sont vraiment incontrôlables en ce moment, d'accord? Je ne sais pas ce qui se passe, mais sa cousine Caroline a décidé de publier une vidéo sur X, d'accord? Il s'agit du président John F. La fille de Kennedy a publié une vidéo sur X dans laquelle elle le critique et énumère toutes les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être nommé à ce poste. C'est vraiment un drame familial. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça devant tout le monde. Ce n'est pas correct, d'accord? Aucune éthique ici. Les riches n'ont plus aucune morale en ce moment. Je vais vous laisser écouter ce que j'ai trouvé être la partie la plus intéressante de son témoignage contre sa nomination. Écoutez bien. Je connais Bobby depuis toujours. Nous avons grandi ensemble. Ce n'est pas surprenant qu'il garde des rapaces comme animaux de compagnie, car Bobby lui-même est un prédateur. Il a toujours été charismatique, capable d'attirer les autres par la force de sa personnalité, sa volonté de prendre des risques et de briser les règles. Je vois ses frères cadets et ses cousins le suivre sur la voie de la dépendance à la drogue. Son sous-sol, son garage, sa chambre universitaire étaient toujours le centre de l'action, là où la drogue circulait, et il aimait exhiber comment il mettait des poussins et des souris dans un mixeur pour nourrir ses faucons. C'était souvent une scène perverse de désespoir et de violence. Cela m'a donc déstabilisée et je sais que je devrais me concentrer davantage sur le contenu de ses paroles, mais je dois me concentrer sur le fait qu'elle dit qu'il ne fait que jeter des poulets et des souris dans un mixeur parce que je viens de me dire « Attends, quoi? Quel est ce mixeur? » En tant que cuisinier. Et je vais vous demander, d'accord, si vous cuisinez comme moi, quel mixeur est-ce qui mixe simplement des poulets entiers? Comment cela fonctionne-t-il? D'accord, comment fait-il pour simplement jeter des poulets et des souris dans un mixeur pour les donner à son faucon? Elle dit, encore une fois, que nous entrons maintenant dans un nouveau monde de gens riches. Vous savez, ils ont des faucons de compagnie et ils les nourrissent avec des trucs sortis d'un mixeur. Mais je me suis dit, n'est-il pas aussi très vieux? Il est aussi très vieux. Et il aurait été à l'université, puisqu'elle dit que cela se passe dans sa chambre universitaire ou son sous-sol, sa chambre universitaire. Dans quoi, les années 70, il aurait été à l'université? Quelle est-ce l'année, Skylar ou RFK Jr. est né? Il est né vers 54, c'est ça? Donc, on parle de environ 1975, voire plus tôt, c'est à ce moment-là qu'il aurait terminé l'université ou qu'il aurait été dans une chambre universitaire en train de broyer. Des poussins et des souris pour son faucon domestique, c'est ça? Et donc, je leur ai demandé de chercher, genre, est-ce que c'est une vieille technologie? Est-ce que c'est pour ça qu'on n'est jamais retourné sur la Lune? La technologie est tout simplement perdue parce que j'aime bien un blender aussi puissant. Ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas à mes yeux. Parfois, je n'arrive même pas à mixer la quantité de légumes que j'ai. Et pourtant, lui, il est là, peut-être que c'est un blender pour riches en train de mixer du poulet. Alors, on a cherché. Voici le blender Sunbeam de 1975. Celui-ci, c'était la meilleure technologie qu'ils avaient pour qu'ils puissent broyer des poulets et des souris. Je ne dis pas que c'est éthique de faire ça. Je remets juste en question son récit parce qu'elle n'est pas sous serment quand elle dit qu'il a fait ça. Et s'il existe un blender assez puissant pour faire ça, si ce n'est pas une technologie perdue, j'aimerais bien savoir lequel, d'accord? Donc elle continue et j'aimerais que vous me disiez si vous pensez que c'est vrai. Regardez, je regarde le chat en ce moment et on se demande tous quoi. Vous voyez, OK, cette personne dit qu'ils ont des Vitamix F. N'importe quoi. Vraiment? Ouais, mais pas en 1970. Il n'avait pas de Vitamix en 1975. Tu vois? C'est très louche. Je vous le dis tout de suite. Si OK commence à vendre des blenders, j'en achète un, d'accord? C'est la principale leçon que je retiens de ce qu'elle vient de dire. J'achète n'importe quel blender sur lequel il mettra son nom. Mais passons à la partie plus sérieuse de ces accusations, en abordant le fait, bien sûr, qu'il est anti-vax, tout comme moi d'ailleurs. Écoutez bien. Et maintenant, nous savons que la croisade de Bobby contre la vaccination lui a aussi profité d'autres manières. Son rapport d'éthique indique clairement qu'il conservera sa participation financière dans un procès contre un vaccin contre le HPV.
En d'autres termes, Bobby est prêt à s'enrichir et à tirer profit en refusant l'accès à un vaccin qui peut prévenir presque toutes les formes de cancer du col de l'utérus et qui a déjà été administré en toute sécurité à des millions de garçons et de filles. Ce mensonge m'a tellement dérangée. Vous connaissez mon histoire, comment je suis devenue anti-vax? J'ai en fait été l'une des nombreuses femmes qui ont été blessées par le vaccin contre le HPV. Le vaccin Gardasil m'a provoqué une mini-crise juste dans la salle et ils m'ont dit de ne pas recevoir les autres doses de la série. C'était au moins une série en 3 parties. Et donc, c'est ce qui m'a réveillée. J'ai donc fait des recherches approfondies sur ce vaccin. Et cette femme est là en train de mentir. Elle ment sur le succès du vaccin. Elle ment sur, je veux dire, le nombre de femmes que vous verrez témoigner de ce qui leur est arrivé après avoir reçu ce vaccin Gardasil, parce qu'on nous avait dit que cela pouvait, comme elle le dit, prévenir le HPV qui mène au cancer. Tout d'abord, dans plus de 90% des cas, le HPV disparaît de lui-même. D'accord. C'est une IST qui est très difficile à comprendre parce qu'elle n'existait pas quand j'étais très jeune. Mais soudainement, ils ont sorti ce vaccin et ils disaient « Oui, tout le monde a ça ». Et parfois, si vous faites partie, vous savez, des 2% de personnes chez qui ça ne disparaît pas automatiquement. Cela peut mener à un cancer du col de l'utérus. Et j'ai en fait les calculs dans ma série Shot in the Dark. Et c'est comme l'un des tout premiers épisodes, ce qui me rend tellement heureuse de vous annoncer que Shot in the Dark revient demain. C'est l'une des premières choses que j'ai montrées aux gens. Comment ils ont menti et comment il n'y a eu aucune diminution de ces cancers. Et ces cancers, en général, sont extrêmement rares. Extrêmement rares. Et pourtant, ils ont réussi à imposer ce vaccin d'abord à toutes les femmes, puis à tous les hommes, comme par magie. Ils disaient, en fait, ça pourrait même aider les hommes. C'est l'un des exemples les plus flagrants de fraude de la part de Big Pharma. Alors, entendre qu'elle répète ses arguments alors qu'elle a elle-même été blessée, ça m'a tellement frustrée. Et on a juste des femmes ici en ce moment qui mentent. Ouais. Elles ne font que raconter des mensonges. On ne peut pas faire confiance à la science des femmes. Je dis qu'il y en a trop qui mentent. Trop d'entre elles sont filmées en train de mentir. Trop d'entre elles envoient des textos à leurs potes à propos de dragons et font même participer leur mari. On les surprend en train de mentir à tout bout de champ. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, je ne crois pas les femmes. Je ne crois pas les hommes non plus. Je crois aux faits, d'accord? Et il est tellement important pour nous de rester ancrés dans la réalité, à savoir qu'il y a des gens prêts à poignarder leurs propres cousins dans le dos pour avancer, d'accord? Il y a des gens qui profiteront d'un homme féministe beaucoup trop gentil, juste pour pouvoir avancer. Et il y a des gens comme Brandon Skylar qui auront travaillé avec quelqu'un qui n'était rien. Rien d'autre que de l'adulation envers eux, puis ils les poignardent dans le dos s'ils pensent que ça leur permettra d'être choisis pour un film ou un projet plus important, ce qui, soit dit en passant, Brandon Schlenner, qui est aussi sur ma liste, il est sur ma liste. Je coche les noms, je vérifie 2 fois. Mais tu sais, c'est l'acteur qui s'est ouvertement moqué de Justin Baldoni sur son propre film. Il a récemment été choisi par un réalisateur qui a dirigé Blake Lively dans A Simple Favor. Donc, je pense vraiment qu'il a fait ça pour prendre l'avantage et ça me dégoûte complètement. Maintenant, je sais qu'on arrive presque à la fin, donc je vais passer à certains de vos commentaires à propos de tout ça, mais je veux juste ruiner toute votre vie maintenant avant de le faire. Ne m'en voulez pas, je vais ruiner ta vie. Cette Caroline que vous venez d'entendre avec les souris et les faucons et le mixeur des années 1970, c'est elle, la Caroline. Vous savez ce que je veux dire quand je parle de la Caroline? D'où? Caroline. Oh, tout le monde s'est soudainement retrouvé transporté dans un bar ou à un match de baseball au moment même où je faisais ça. D'où? Ouais, pas si gentil. C'est elle. C'est vraiment elle, les gars. Ouais. Caroline Kennedy est la Caroline de la chanson. Neil Diamond a dit qu'il avait vu une photo de Caroline Kennedy alors âgée de 9 ans. Dans un magazine alors qu'il séjournait dans un hôtel à Memphis, il a déclaré, je cite, « C'était une photo d'une petite fille habillée sur son 31, dans sa tenue d'équitation, des gens riches, à côté de son poney, des gens encore plus riches. » C'était une photo tellement innocente et merveilleuse, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une chanson à en tirer. Quelques années plus tard, Diamond a écrit la chanson inspirée par cette photographie. Oui, tout le monde dans le chat dit « Impossible ». Eh bien si, c'est vrai. Je suis vraiment désolée. J'ai dû gâcher votre vie. C'est pour ça que je suis là. Maintenant, à chaque fois que vous l'entendrez, vous penserez à des souris dans un mixeur. Parce que, pour une raison quelconque, j'imagine que les faucons veulent des souris dans un mixeur. Je pensais qu'ils les attrapaient simplement avec leur grand bec. Mais apparemment, celui-ci les voulait en purée. Vous penserez à du poulet et des souris en purée à chaque fois.
12 Carole. Je dis non. D'accord. Je suis désolée, les gars. Je suis désolée. Je vais lire vos commentaires après vous avoir parlé de Home Title Lock. Car saviez-vous que les propriétaires américains possèdent plus de 32 000 milliards de dollars en capitaux propres et que les cybercriminels les ciblent avec une arnaque croissante que le FBI appelle le vol de maison? Les escrocs peuvent transférer le titre de propriété de votre maison hors de votre nom en utilisant un simple document d'une page qu'ils déposent au bureau du comté. Ils peuvent contracter des prêts sur votre bien ou le vendre dans votre dos. Le plus effrayant, c'est que vous ne le saurez pas avant que les avis de recouvrement ou de saisie arrivent dans votre boîte aux lettres, vous laissant avec un cauchemar financier et juridique. La meilleure façon de vous protéger, de protéger votre valeur nette, est d'utiliser la protection exclusive à triple verrouillage d'1 million de dollars de Home Title Lock. Protection. Ce service offre surveillance 24h/24 et 7J7, des alertes urgentes de fraude. Leur équipe de restauration dépensera jusqu'à 1 million de dollars pour réparer la fraude et rétablir votre titre de propriété. Alors, quand avez-vous vérifié votre titre de propriété la dernière fois? Si votre réponse est jamais, c'est exactement sur cela que comptent les escrocs. C'est pourquoi je me suis associée à Home Title Lock pour vous offrir la possibilité de vous assurer que vous n'êtes pas déjà une victime. Lorsque vous utilisez mon code promotionnel, Candice, sur HomeTitleLock.com, vous bénéficierez de 30 jours de protection gratuite et d'un rapport d'historique de titres gratuits pour garantir votre tranquillité d'esprit. Et n'oubliez pas de vérifier les détails de la protection à triple verrouillage d'1 million de dollars lorsque vous y arrivez. C'est HomeTitleLock.com, code promo Candice. OK, je dois lire vos commentaires. Le chat devient fou aujourd'hui. Ce n'est pas drôle. Je ruine des vies ici. C'est comme, je sais, c'est vrai. Tu n'entendras plus jamais cette chanson. Tu ne te sentiras plus jamais bien à ce sujet. D'accord, Martha écrit. Salut, Candice du Canada. Des conseils pour quelqu'un qui a penché à gauche pendant 5 ans et demi et qui a commencé à reprendre ses esprits il y a environ 1 an. Beaucoup de choses ont été ancrées dans mon cerveau et j'essaie de les désapprendre. Aussi, quand viens-tu au Canada? Écoute, tu n'es pas obligé de faire ce que j'ai fait. Les gens disent que certains prennent la pilule rouge. Moi, j'ai un peu sniffé la pilule rouge. Tu sais, ce que tu fais est super. Il suffit juste d'écouter différents points de vue. Et je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est de réaliser que la barrière à ta transformation, c'est les médias traditionnels. Et c'est pourquoi j'adore l'exemple de Justin Baldoni, car il nous montre que nous ne sommes pas si éloignés. Par exemple, je suis sûre que les gens qui détestaient Trump se disaient « Le New York Times dit que Trump a fait ça », et maintenant, ils se disent peut-être « OK, si je peux appliquer ça à Justin Baldoni et voir ce qu'ils lui font, peut-être que ça arrive aussi aux conservateurs. » Vous n'êtes pas obligé d'aimer Trump, mais peut-être que la prochaine fois qu'une affaire surgira, vous vous direz « Bon, laissez-moi examiner parce que je ne fais pas confiance au New York Times. » Donc, tenez-vous à cela, écoutez différents points de vue et soyez toujours prêts à remettre en question vos propres idées en lisant l'autre version des choses. C'est ce que je dirais. Andy a dit « Pas de commentaires, mais nous a fait un super don. Alors merci Andy de soutenir l'émission. » Kennedy Girl déclare « Je suis heureuse que la lumière soit faite sur Blake Lively et la querelle entre Justin. » En tant que victime de harcèlement sexuel, je considère que le harcèlement sexuel n'est pas une arme et ces fausses dénonciations rendent plus difficile pour les vraies victimes de se manifester. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les personnes qui ont réellement subi une forme quelconque de harcèlement sexuel seraient un peu réticentes à en faire une blague. Gordon Reynolds, genre tais-toi, vous voyez ce que je veux dire? Sérieusement, vous agissez comme des enfants, c'est ce que je veux dire. Tous ces célébrités souffrent d'un développement émotionnel arrêté. Ils ne se comportent pas en fonction de leur âge. Et je dois rappeler aux gens leur âge, parce que tu les vois et tu te dis « Oh, c'est Ryan Reynolds !» Mais non, c'est un homme de 48 ans. D'accord. Il est à peu près à 17 ans de pouvoir bénéficier de la réduction senior chez E-Hop. Il est plus proche de la réduction senior, d'accord? C'est comme, il faut juste remettre les choses en perspective. Et ils se comportent ainsi parce qu'ils sont traités de cette façon par des assistants et des gens qui les flattent en permanence, sans jamais leur dire non, c'est ce que Blake Lively avait besoin d'entendre. Je suis désolée que tu aies écrit et réécrit cette scène. En fait, ce n'est pas pour ça qu'on t'a engagé. Ma réponse est non. Kim Pruitt écrit « Je t'aime, Candace du Tennessee ». Oups. Ryan ne devrait-il pas faire face à des répercussions juridiques pour avoir écrit la scène sur le toit pendant la grève des scénaristes? En fait, si vous regardez la chronologie, c'était avant la grève des scénaristes. Donc cela a eu lieu en avril et nous pouvons probablement remonter cette chronologie. La grève des scénaristes a commencé en juin, donc il l'aurait écrite juste avant. Et donc oui, sinon il aurait probablement eu des conséquences. Mais encore une fois, personne ne savait qu'il l'écrivait. Et on peut le voir dans le procès parce que les patrons du studio sont là, genre, qu'est-ce que c'est que ça?
Après qu'elle l'ait dit sur le tapis rouge, ils sont furieux et disent « Pourquoi n'a-t-on pas été informé que Ryan avait écrit ça? C'est un gros problème. » Il y a problème juridique, comme nous n'avons pas de contrat avec lui. Tout le monde dit « On ne savait pas ». Comme elle l'a dit, tu es la première personne à l'apprendre car elle l'a dit à un journaliste D-News. Hailey écrit « Candace, nous aimerions te voir faire des médias à la Maison-Blanche. As-tu vu Caroline Levitt a dit sur leur poste de responsable des médias « Grossesse en bonne santé. Que Dieu te bénisse. » Je suis heureuse dans le Tennessee et nous venons de vendre notre maison à Washington, D.C. Donc, pour l'instant, nous n'y sommes plus. Et comme je l'ai dit, j'aime la culture et la politique. Et donc, je n'ai pas envie de me sentir coincée dans un seul domaine. Mais je souhaite le meilleur à Caroline Levitt. Je suis sûre qu'elle fait un travail fantastique. Monsieur, Joker écrit, « Il y a 8 ans, une vidéo de fans virale montrait Deadpool rendant visite à la tombe de Logan, très similaire à l'ouverture de Deadpool et Wolverine. Je vais devoir aller voir ça. Je ne suis pas une fan absolue de Deadpool. Je trouve que c'est un peu, je ne sais pas. Et les gars aiment ça, j'imagine, mais ils trouvent ça drôle, le thème de l'anti-héros. Ce n'est pas vraiment pour moi. J'aime les choses un peu plus complexes et qui demandent un peu plus de talent que Ryan faisant une crise de colère contre un gars qu'il considère comme quelqu'un qu'il peut enterrer parce qu'il ne se défend pas. C'est la pire partie de tout ça. Le plus révoltant, c'est que Ryan a agi comme un vrai tyran, trouvant en gros une personne qui ne peut pas ou ne veut pas lui tenir tête. Et quand il se sent en confiance, c'est là que la relation s'établit. Il en profite pour se sentir supérieur. Tu sais, personne n'a opposé de résistance ici. Il ne ferait jamais ça à la plupart des hommes parce qu'il se prendrait un coup de poing en pleine figure. Et il le sait. Alors il se dit « Laisse-moi trouver le petit gars ». C'est comme la personne qui s'en prend au gars super nerd, un peu geek, qui veut juste venir faire ses devoirs. Et tu sais, il n'a pas envie de se battre avec toi. Alors tu t'approches et tu fais genre « Hey, quoi de neuf, tocard? » C'est pas en intimidant Justin Baldoni que tu vas paraître dur. T'es la personne la plus faible du monde entier. Je vais ajouter Ryan à ma liste. Tu sais de quelle liste je parle, mais je ne peux pas le dire sur YouTube. Je vais me faire bannir, mais tu connais la liste. Zelensky est sur la liste. Ryan Reynolds est désormais sur la liste. Je pense que ce serait drôle s'il se faisait tabasser par une fille. C'est vraiment drôle s'il s'est fait tabasser par une fille. Alors je pourrais le faire. Oh, zut. J'ai dit que je ne le dirais pas, et je l'ai dit. D'accord. Chris Sue Creates écrit « Lorsqu'il gagnera ce procès, j'espère qu'il fera un don de 50 000 $ à une cause que vous soutenez, comme sauver des bébés. Tu mérites d'être payé pour le travail que tu as accompli. Il ne le ferait pas parce qu'on est en désaccord surtout politiquement. Je te le dis, j'ai parcouru son Instagram, j'ai essayé de trouver un point, comme quel serait le sujet sur lequel Justin Baldoni et moi pourrions être d'accord pour faire un don. Je ne pense pas que ça existe. Donc si vous avez des idées, dites-le moi. Dites-le moi. Peut-être que vous pouvez simplement faire un don à mon podcast. Ce serait sympa. Que diriez-vous simplement d'un joli don à mon podcast comme vous le faites ici? Un gars, avec son ancienne opinion, écrit « Ils me semblent tous être des requins à Hollywood ». Rien dans cette situation ne me fait quoi que ce soit. Je me fiche de la façon dont ces acteurs millionnaires, chochottes, se traitent entre eux. Moi, ça m'importe beaucoup parce que la politique, comme l'a dit un jour Andy Breitbart, découle de la culture. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, toutes ces choses sont liées. Donc, nous devons éliminer ces démons à Hollywood. Nous devons combattre ces démons dans la culture si nous voulons gagner politiquement. Et c'est ce que je crois. Najiba Molina écrit « J'adorerais avoir une conversation avec vous, une jeune mère de 4 enfants. J'ai un fils de 13 ans, des filles de 8 à 11 ans et une fille de 18 mois. Je ne vaccinerai pas. Et l'hôpital pour enfants de Cincinnati est très agressif concernant les vaccins. J'ai d'ailleurs parlé de l'hôpital pour enfants de Cincinnati, ironiquement, à propos des vaccins dans l'un de mes épisodes. Je ne me souviens plus du numéro de l'épisode, mais encore une fois, tout cela sortira demain sur candaceowens.com. Donc, soyez attentifs à cela. Et vous aurez probablement une réponse à votre question parce qu'ils étaient extrêmement agressifs dans l'Ohio. Et ils envoient des gens jusqu'à votre porte, comme les services de protection de l'enfance, CPS, chez vous. J'ai eu des personnes partageant des histoires. J'ai reçu des questions. Belle-Ève écrit « Dégoûtant, dégoûtant, dégoûtant » à cause du message vocal de supplication de Justin. Oui au mensonge de Blake sur le tapis rouge et à l'influence immorale de Taze. Je suis écœurée. Merci pour l'analyse de l'implication de T-Swift. Je savais qu'il y avait autre chose. J'ai juste des questions. Je n'essaie pas de me faire tuer par les fans de T-Swift, mais j'ai quand même des questions. Et enfin, Ale Palmas écrit « Candace, peux-tu faire une analyse approfondie sur MLK et Rosa Parks? » Oui, laisse-moi t'aider. Ils les ont tués. OK, si tu veux regarder l'épisode sur MLK, tu peux revenir en arrière et regarder mon entretien avec le juge Joe Brown. Je crois qu'il a quelque chose comme 3 millions de vues. Incroyable. Il a été impliqué dans l'affaire. Il te raconte, il te donne chaque petit détail.
Donc, je n'attendais pas vraiment que les dossiers sur MLK soient déclassifiés par Trump, parce que j'avais le juge Joe Brown, qui a travaillé sur l'affaire, et m'a dit exactement quel type d'arme le FBI avait utilisé. Prétendument, YouTube ne venait pas m'embêter. Tout est une blague jusqu'à nouvel ordre. J'ai vu des vidéos sur TikTok disant que les Américains sont trompés à propos de MLK et que c'est une opération psychologique. Merci et que Dieu vous bénisse. Encore une fois, oui, allez voir Halle. Allez absolument regarder cet entretien que j'ai fait avec le juge Joe Brown. Très bien, les amis, je vous rappelle que les Stannis Cups sont disponibles au Club Candace. Si vous voulez soutenir l'émission, eh bien peut-être que c'est ce qu'il pourrait faire. Justine Baldoni pourrait aller sur clubcandice.com, acheter plein de Stannis Cups et les distribuer. Mais non, il ne le ferait pas parce qu'il est écrit dessus que tout est faux et gay. Et il dirait « Non, ce n'est pas gentil ». Et il ne le ferait pas. Il dirait que ça blesse les sentiments de quelqu'un. J'essaye de trouver quelque chose, les gars. J'essaie vraiment de trouver quelque chose. Peut-être qu'il pourrait simplement les offrir à des gens qui aiment l'émission et trouvent ça drôle. Je ne sais pas. Bref, Justin Baldoni, appelle-moi, contacte-moi. On trouvera un terrain d'entente. J'aime le yoga. Ça fait quelque chose. Cela ressemble à un point de départ. On verra où cela nous mène. Demain, journée passionnante. CandiceOwens.com. Nous allons lancer un coup de feu dans le noir. Nous avons la série Emmanuel Macron qui sort vendredi. La plupart du contenu sera sur canastones.com parce que YouTube va rapidement me tomber dessus si je commence cette série sur YouTube. Mais nous allons tout de même débuter la série sur YouTube, c'est-à-dire que je vais simplement vous donner un bref aperçu de tout ce qui s'est passé et pourquoi c'est pertinent en Amérique. Et au-delà de ça, on s'amusait tellement. Vraiment, cette année a déjà été la meilleure et nous ne sommes qu'en janvier. Alors, on se retrouve demain, les amis.